Bonjour tout le monde, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans notre troisième live de la série L'Impact. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant et très important à mon avis, parce que je rencontre beaucoup de soucis à ce niveau-là, au niveau quand un client demande une étude et il n'a pas l'information qu'il veut ou il a la mauvaise information, finalement l'information qu'il ne peut pas utiliser. Donc, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Siham Malek, je suis, on va dire, une experte des études de marché. Ça fait plus de 22 ans que je suis dans ce domaine-là. Je suis aussi, j'ai aussi écrit un livre, Brand Impact to Consumer Insight. En fait, l'objectif du livre, c'était de rapprocher au maximum les décideurs, quel que soit leur background, pas forcément que les marketeurs, les décideurs en général, de l'insight consommateur et comment ils peuvent utiliser un insight consommateur, comment ils peuvent utiliser les études pour prendre des bonnes décisions, pour prendre des décisions qui vont impacter leur business et qui vont leur permettre de faire de la croissance. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler d'un sujet très important qui est comment on peut obtenir des bons insights d'une étude. Je pense que ça vous est probablement arrivé ou que vous avez entendu parler des fois de marques ou de responsables ou de marketeurs qui commandent une étude et après réception du rapport, un rapport nickel, une étude qui s'est super bien passée, des informations très intéressantes, mais rien n'est actionnable. Ou peut-être même après les avoir actionnés, se rendre compte que finalement, ce n'était pas le bon fit avec la marque ou autre. Mais avant de diguer dans le vif du sujet, je voulais vous raconter une petite histoire personnelle qui m'est arrivée avec ma petite fille de 4 ans et demi. Ceux qui me suivent depuis un certain moment savent que c'est une source d'inspiration pour moi, ma petite fille. Et donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une histoire qui représente bien le rôle de l'insight dans la prise de décision ou dans la motivation ou dans tout cas dans la croissance. Donc voilà, ma petite fille qui a 4 ans et demi, l'année dernière, quand elle avait 3 ans, on avait essayé de la mettre dans des cours de natation parce qu'on voulait qu'elle apprenne à nager. Et comme ça, on aura l'esprit tranquille. Quand on part en été en vacances, on n'aurait pas à la surveiller tout le temps. Elle peut flotter, etc. Donc, on l'a inscrite à des cours de natation. On l'a ramenée. On l'a ramenée. Le premier jour, elle rentre timidement, puis elle commence à pleurer. Et puis juste après, le deuxième jour, elle refuse catégoriquement d'y aller. À chaque fois qu'on arrive chez le moniteur, elle commence à pleurer, à crier. Je l'ai même forcée une fois à y aller, mais elle n'a pas duré 5 minutes. À la maison, elle me dit d'accord, on va y aller. Et dès une fois arrivée, elle ne voulait pas faire ses cours de natation. Donc j'ai tout essayé. J'ai essayé, écoute, tu sais, si tu apprends à nager, tu vas pouvoir profiter de ton été, tu vas aller voir les cousins, etc. Bon, ça n'a pas marché l'année dernière. On s'était dit, bon, elle est peut-être pas encore prête, on va réessayer cette année. Donc cette année, début d'été, ce qu'on fait, on l'a réinscrit au cours de natation. Je veux la ramener. Elle me dit non, je ne veux pas y aller. Et là, je reviens à la charge. Non, écoute, tu vois, maintenant, on habite à une maison, il y a une piscine. Il faut pour qu'on ouvre la piscine, pour que tu puisses profiter. Il faut que tu apprennes à nager. Et puis, il y aura les cousins qui viendront nager avec toi. Et puis, les cousins qui seront là l'été, tu vas pouvoir nager avec eux. Rien ne marchait. Elle ne voulait rien entendre. Pour elle, non, je ne veux pas nager. Eh bien, ce que j'ai fait ce que je fais d'habitude, ce que je fais très bien, c'est d'écouter l'insight. Donc, oui, je lui ai avancé des insights. Écoute, tu vas t'amuser, il y aura les cousins, tu vas t'amuser. Elle ne voulait rien entendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un pas en arrière et je l'ai écouté, je l'ai observé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est en ces temps où elle me dit, je veux être grande. Elle voulait grandir, elle voulait ressembler à son grand frère et sa grande sœur. Elle ne voulait plus être un enfant, un bébé, on va dire. Donc, ce que j'ai fait, oui, un peu de manipulation, je suis désolée, je devais le faire parce qu'il fallait lui apprendre à nager. Je lui ai dit, écoute, tu sais, il n'y a que les bébés qui portent encore des brassières. Les grands, eux, ils savent nager. Et puis, comme ça, elle me dit, OK, je vais aller faire mes cours de natation. Pas seulement ça, elle apprend en un seul cours, elle enlève ses brassières
Et puis là, elle revient à la maison, donc on a ouvert la piscine, elle revient à la maison, elle continue à apprendre et à faire les exercices, elle est hyper motivée parce qu'elle ne veut pas être un bébé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé le bon insight. J'avais des insights avant, je lui disais, écoute, il faut que ça va te faire plaisir, tu vas nager avec tes cousins. Tous ces insights-là ne marchaient pas avec elle parce que ce n'était pas son besoin. Donc, si on fait la liaison avec les marques et les consommateurs, c'est pareil. Si vous voulez toucher votre consommateur, si vous voulez qu'il aille acheter votre produit, il faut lui activer le bon insight qui le touche lui. Donc, le bon human truth qui concerne cette personne-là ou ce segment-là. Il y a beaucoup d'insights qui sont intéressants, mais peut-être qui ne sont pas intéressants pour votre marque. Un très bon exemple, c'est l'exemple de Pepsi. Pepsi, en 2010, avait décidé de ne pas de sauter le Super Bowl. On sait tous ce que c'est le Super Bowl aux États-Unis. Le Super Bowl, c'est 120 millions de spectateurs, c'est 7 millions de dollars pour 30 secondes de pub. Donc, c'est 63 publicités, c'est une cinquantaine de marques qui font de la publicité lors du Super Bowl. Alors, cette année-là, en 2010, Pepsi, suite à une étude, c'est pas qu'ils n'ont pas fait l'étude, ils ont fait une étude, et suite à cette étude-là, ils ont décidé de ne pas investir dans le Super Bowl, mais d'investir dans un projet qui était plus communautaire, un projet où ils voulaient permettre aux millennials, parce que l'insight de l'étude qu'ils ont eu, c'était les millennials étaient très intéressés par partager, par aider la communauté. Donc, ils avaient sorti un projet où les gens pouvaient voter sur l'action pour aider les communautés. Bon, c'était un bon insight, c'était un insight qu'ils avaient eu. Ben, parce que la marque n'a pas fait de pub durant le Super Bowl et qu'elle a activé un autre projet, ils ont perdu, je pense, à peu près 5% de part de marché et Coca est passé en premier. Alors que Pepsi était en premier, Coca est passé en premier suite à cette décision de ne pas être dans le Super Bowl et d'aller vers un projet plutôt communautaire. L'insight était vrai. Les millennials étaient vraiment dans le partage, dans le communautaire. Mais le problème, c'est que ce n'était pas un bon fit pour la marque. La marque, c'est une marque de fans, de joie. Ce n'est pas une marque de partage. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que oui, ils ont eu l'insight, une tendance générale des millennials. Mais est-ce que cet insight-là convient à la marque? C'est ça, en général, ce qu'on oublie quand on fait des études. Oui, d'accord, on fait une étude pour ressortir un insight, mais est-ce que cet insight-là fit à la marque? Il convient à notre marque? Et il y a beaucoup d'études qui ratent ce petit, on va dire, cette connexion entre l'insight et la marque. En général, il y a une croyance, une fausse croyance, que si on a la bonne méthodologie, on aura un bon insight. La Pepsi ont fait la bonne méthodologie. Ils sont partis faire l'étude, mais l'insight n'était pas le bon parce qu'il ne fitait pas à la marque. Moi, j'ai beaucoup de, on va dire, d'histoires dans ce sens-là, où, par exemple, j'ai eu des clients qui me demandaient, qui nous envoyaient un brief pour nous demander de leur faire une étude d'image, une étude de tracker, etc. Alors en diguant un peu plus, en leur posant plus de questions, on se rend compte que finalement, ce dont ils ont besoin, c'est de la croissance, et donc aller chercher des nouveautés, aller chercher de l'innovation. Et donc, ce n'est pas une étude d'image qu'il faut faire, c'est plus une étude usage, attitude orientée, innovation, donc à ressortir les tensions, ressortir les problématiques qu'ont les consommateurs pour que la marque puisse revenir et répondre à ses consommateurs et trouver les opportunités où la marque est un bon fit pour. Donc, il ne suffit pas de trouver des opportunités, il faut que la marque soit un bon fit à cette opportunité-là. Un deuxième belief, fausse croyance, on va dire, que je rencontre aussi, c'est qu'il suffit de poser les bonnes questions. Lors du terrain, si j'ai un bon questionnaire, où je pose toutes les bonnes questions, ou si j'ai le bon guide de discussion pour les études quali, c'est bon, je peux compter sur une étude qui va me donner un bon insight. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai.
Et il y a d'ailleurs une histoire qui est très très connue, l'histoire de Tropicana. J'en ai déjà parlé, je pense, lors de mon premier ou deuxième épisode. Tropicana, comme on le sait, en 2009, ils avaient changé leur packaging. Et à cause de ce changement-là, c'est une histoire de failure extraordinaire que tout le monde connaît. À cause de ce changement-là, le changement du packaging, ils avaient perdu plus de 20% de ventes en quelques mois, je pense en 2 mois. C'est énorme. Imaginez des millions et des millions de dollars perdus. Parce que, est-ce qu'ils n'ont pas fait l'étude? Je pense qu'ils ont fait l'étude. Mais ce qu'ils ont testé n'était pas le bon. Ils avaient les bonnes questions par rapport à le besoin ou ce qu'ils ont cadré, le cadrage qu'ils ont fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient savoir est-ce que le packaging est bon, est-ce qu'il est likable, est-ce qu'il donne envie. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est de tester, c'est est-ce que le packaging sera remarquable sur le shelf, et ils ont oublié aussi de tester la relation émotionnelle qu'avait le consommateur avec l'ancien packaging. Donc, une fois sur le shelf, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient recruté une très bonne agence, sans citer les noms, très bonne agence de design packaging. Ils avaient préparé toute une belle business case. Donc, ils ont créé un packaging qui était tendance, qui était à la mode à l'époque, épuré. Et donc, ils l'ont placé sur le shelf et le consommateur ne l'a pas reconnu. Il pensait que c'était une marque de distributeur ou une nouvelle marque sur le marché. Et donc, les consommateurs qui venaient acheter Tropicana, pour eux, ils n'étaient pas sur le shelf, ils allaient chercher autre chose. Donc, ils ont perdu plus de 20% de leurs ventes en 2 mois. En 2 mois, parce qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions, ils n'ont pas cadré, en fait. Les bonnes questions par rapport aux objectifs étaient bonnes, ils étaient là. Les questions pour savoir est-ce que ce packaging va plaire, est-ce que ce packaging, il est épuré, est-ce qu'il est tendance, est-ce qu'il est à l'air du temps? Oui, c'est des questions qu'ils ont posées. Oui, d'accord, le consommateur était d'accord. Par contre, ils ne l'ont pas testé dans le shelf, ils n'ont pas testé est-ce que le consommateur va reconnaître la marque, est-ce que le consommateur n'est pas attaché à l'ancien, en fait, packaging, parce que une marque, c'est plusieurs dimensions et le packaging en fait partie. Donc, on ne change pas un truc qui marche, on dit, mais bon, l'histoire ou la leçon derrière cette histoire-là, c'est que oui, Coca avait fait l'étude, oui, Coca avait posé les bonnes questions, mais pas les bonnes questions qu'il fallait poser, en fait. Le cadrage n'a pas été fait. On a oublié de checker la reconnaissance du packaging. On n'a pas vérifié la relation émotionnelle qu'a le consommateur avec l'ancien packaging. Et comme j'ai dit, ceci, il n'y a pas que les petites marques. Je viens de vous donner 2 grandes marques, les marques qui font le plus d'études dans le monde, les marques qui écoutent le plus le consommateur ont fait des erreurs par rapport à leurs études. Donc, bien sûr, une petite locale doivent faire plus attention parce qu'ils n'ont pas autant de budget que les grandes et ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs. Donc, du coup, il va falloir bien cadrer avant d'y aller. Et je vais vous expliquer un peu comment nous on fait. À la fin de ce live, je vais vous expliquer quelles sont les étapes à prendre pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et troisième wrong belief ou mauvaise croyance ou fausse croyance que beaucoup de marketeurs ont, c'est que pour avoir un insight, il suffit de faire de bonnes analyses de la data. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que on peut analyser toute la data du monde si on n'a pas posé la question en amont, si on n'a pas identifié le business question, le challenge qu'on cherche à résoudre en tant que business, toute l'analyse qu'on va faire, elle pourrait être à côté de la plaque. Et ça nous est arrivé à maintes reprises
où on a fait des études, on a sorti des rapports, il y a une présentation avec la présence du CEO, par exemple, ou de quelqu'un d'autre dans les ventes. On devait tout refaire, on devait tout rebuilder, on devait tout, pas toutes heureusement, on ne devait pas refaire toute l'étude, mais tout le rapport, parce que la question à laquelle on devait répondre était différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plus attention en amont, au moment du cadrage, on demande et on recommande tout le temps à nos clients de voir des stakeholders internes à eux, pas seulement le marketeur, mais les autres qui vont utiliser la data pour pouvoir en fait s'assurer qu'au moment de l'analyse, on va livrer les insights qu'il leur faut. J'ai une question ici de Sherifa, je vais la montrer. Qu'est-ce qu'on cherche de cette analyse? Exactement, Sherifa. Il faut en amont, avant même de démarrer l'étude, s'assurer qu'on a posé les bonnes questions. Les bonnes questions se posent avant l'étude. Il faut comprendre l'objectif business derrière l'étude. Pourquoi on va faire cette étude-là? D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon livre et c'est le premier W que je recommande et j'en parle dans mon livre. Le W, c'est why. Why do we want to do this research? Et il faut aller plus loin de la surface. On ne veut pas faire une étude pour comprendre l'image. Non, on veut faire l'étude pour croître. On veut faire l'étude pour mieux positionner notre marque. On veut faire l'étude parce qu'il y a un challenger qui arrive sur le marché et on remarque que le client nous confond avec eux. Il faut aller dans le deep dive du vrai problème. Pas l'objectif étude, l'objectif business derrière. Je veux faire une étude pour croître, je veux faire une étude pour innover, il faut trouver le vrai challenge derrière et pas seulement ce que l'étude doit livrer ou l'objectif de l'étude ou l'objectif même du marketing. Donc, il y a 3 layers aux objectifs. Il y a les objectifs de l'étude qui doit livrer X, Y, Z, l'objectif marketing, je veux une meilleure image, je veux, etc. Et l'objectif business qu'il faut toujours avoir en tête avant de lancer une étude. D'ailleurs, les 3 W que je recommande dans mon livre avant de lancer une étude, c'est the why, the who. Am I talking to the right people? Est-ce que je parle à la bonne personne? Est-ce que c'est ma vraie cible? Est-ce que ce sont les personnes à qui je dois parler? Ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Ça nous est beaucoup arrivé de recevoir des briefs où le client te mettrait la cible à interroger et après temps, ce n'était effectivement pas la bonne cible à interroger. Donc, le who est très important et ça, c'est aux clients, à vous les marketeurs, de le définir en amont. Troisième chose que je mets dans mon livre, c'est la willingness. Est-ce que, en tant que marketeur, aujourd'hui, vous êtes prête ou prêt à entendre la vérité, à challenger vos vérités? Parce que beaucoup de temps, et ça nous est arrivé, de livrer des rapports où le client nous challengeait parce que ce que le disait le rapport n'était pas ce qu'eux, ils pensaient en interne. Il allait challenger la méthodologie, il allait challenger la qualité du terrain. On refaisait des terrains, on réécoutait, tout allait bien, sauf que le client continuait à challenger le résultat. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à l'histoire qu'il a racontée en interne. Donc, willingness est le troisième W que, autant que marketeur, vous devez avoir avant de faire une étude. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à écouter la vérité, à challenger vos connaissances, ne faites pas d'études. Et c'est parmi on va dire, les billets qu'imposent des fois les marketeurs aux agences des études en leur imposant une cible bien spécifique, en leur demandant d'aller interroger qu'une CSP bien spécifique qui n'est pas réellement la vraie cible ou le vrai segment qui consomme la marque, ou en biaisant le terrain, en orientant les dates, par exemple, de terrain. Donc, on en a vécu ce type de situation. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêt à challenger vos connaissances, ne faites pas d'études parce que c'est très, très important d'être prêt à challenger
nos connaissances, parce que les études ne sont pas là, ne sont pas faites pour confirmer ce que vous savez déjà, sinon vous perdez de l'argent. Il faut qu'ils ramènent quelque chose de nouveau. Peut-être que vous aviez raison, l'idée que vous avez du marché est bonne et ça la confirme, mais elle vous rajoute l'insight. Et pour avoir cet insight-là, il faut en amont bien cadrer l'étude, être sûr que tout est super nickel. Donc, comme j'ai dit, j'ai là un commentaire de Sharifa, je vais le montrer. L'objectif business doit être assez clair et aligné en interne avec tous les... Effectivement, c'est très, très important que l'objectif business soit aligné en interne parce que ça nous est arrivé, comme je l'ai dit, on avait fait une étude une fois, toute une analyse, ça nous a pris plusieurs mois d'aller-retour, la data, etc. Et puis en présentant devant le CEO, il nous sort, ben non, toute la base sur laquelle vous avez fait l'analyse n'était pas bonne. Tout est à refaire. Vous n'imaginez pas la déception que nous, en tant qu'agence, je ne parle pas de mon client qui était marketeur, je parle de nous, en tant qu'agence, avons eu, parce que c'est beaucoup de travail. Même si on a été payé finalement, parce que ce n'était pas notre erreur. Mais ça nous a fait très mal au cœur, parce que nous, quand on veut livrer un rapport, quand on est en train de travailler avec un client, c'est qu'on veut lui rajouter de la valeur, on veut voir de la croissance. Nous, ce qui nous motive, c'est qu'on donne des insights importants, des insights forts à nos clients pour qu'ils puissent prendre des décisions. Ce n'est pas une question d'argent. L'argent vient avec, comme on dit, l'argent, elle vient quand on rajoute de la valeur. Et pour nous, c'est très, très important de rajouter de la valeur. Donc, je ne vous dis pas la déception à chaque fois qu'on a des clients qui ne cadrent pas super bien ou qui nous transmettent des faux briefs. Donc, il faut faire très attention au moment du brief, au moment du cadrage de l'étude. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ma méthode AIM, Assess, Implement and Monitor. Mais avant de vous parler de la méthode AIM, je vais juste passer, j'ai un autre, merci Sharifa, tu es très active, j'adore ce que ton suivi, donc, est en ligne avec les objectifs stratégiques macro de l'entreprise. This is one of the marketing weapons to raise their voice as well. Effectivement, je pense que tu fais référence à notre dernière discussion la semaine dernière, pardon, et je pense que je t'inviterai pour en parler, je t'inviterai à un de mes lives pour parler de comment we can raise the voice of marketers inside the company. Je pense que c'est un sujet très, très intéressant qu'il faut absolument qu'on fasse un live avec toi dessus et je te contacterai très prochainement pour le faire. Merci beaucoup, Sharifa. Alors, je disais, pour plusieurs, l'étude s'arrête au niveau du rapport, chose qui n'est pas vraie. Parce que oui, un rapport peut avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations. En général, ce n'est pas à travers un rapport qu'on ressort un insight. L'insight, c'est plus un travail qu'on fait après le rapport. Et donc, et là, je reviens à ma méthodologie AIM, donc Assess, Implement and Monitor. Assess, Implement and Monitor, c'est 3 étapes. Assess, c'est en amont. C'est au moment où on a ce besoin, on ressent le besoin de nous connecter avec le consommateur, de comprendre un point, on a un challenge business, on veut comprendre un peu plus, on veut avoir l'insight pour prendre la bonne décision, on fait un assessment. Nous, en tant qu'agence Integrate, on fait un assessment avec notre client. On a un framework qu'on suit en posant des bonnes questions pour diguer au-delà de la surface, pour aller dans le fond du problème, pour identifier le vrai problème qu'a notre client, pour pouvoir, à la fin, répondre à son besoin. Donc, l'assessment. L'implementation, c'est après l'étude, c'est au moment où on a le rapport, il faut trouver les insights. Il faut en ressortir des insights actionable. Comme j'en ai parlé lors du dernier épisode, c'est l'insight, c'est une tension. Donc, la tension, on la trouve en général à travers l'étude, on identifie la tension. La vérité humaine, et là, des fois, on pousse à faire des in-depth interviews, des interviews complémentaires pour ressortir la vérité derrière les tensions, la vérité humaine derrière les tensions, et puis les leviers stratégiques, l'action qu'on va prendre la marque. Donc ça, on le fait en workshop avec nos clients. On implique pas seulement que le marketeur, on implique les autres stakeholders, et là, on arrive à sortir avec un insight très fort. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres workshops qu'on peut faire. On fait des workshops d'activation où on prend l'insight, on identifie les actions qu'on doit prendre pour
pour activer cet insight-là, qui fait quoi, à quelle date, etc. Donc, ça, ça fait partie du process implementation. La troisième phase du AIM Framework, c'est le monitoring. Et là, on s'assure qu'on a un point tous les 3 mois, tous les 6 mois, dépendamment de la dynamique de la catégorie, pour s'assurer que les actions qu'on avait prévu de faire, on les fait et quels impacts ils ont sur notre marque ou sur notre croissance ou sur le lancement de notre nouveau produit, dépendamment du sujet qu'on traitait, dépendamment de la problématique qu'on avait initialement. Mais il faut faire cette troisième phase pour s'assurer que les actions qu'on a mises en place sont bonnes, d'abord, qu'elles sont activées, qu'on est en train d'actionner, parce que beaucoup de temps, on met des action plans et qu'on ne suit pas, et donc on les oublie. Et s'assurer qu'on pourrait modifier des choses, certaines choses, si on sent que les actions qu'on est en train de prendre ne délivrent pas à quoi on s'attendait. Donc, on peut changer, on peut changer de cap, essayer d'identifier de nouvelles actions, des fois même revenir vers le consommateur pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Toujours rester connecté avec le consommateur. Donc, le AIM Framework, c'est vraiment un framework qui vous permet, en tant que marketeur, de vous assurer que vous utilisez les insights et que vous utilisez votre connexion avec le consommateur de la meilleure manière possible. D'abord en amont, en assessment. Donc, c'est un travail que nous, on fait en agence avec vous, le marketeur, le client. On identifie votre vrai besoin, votre vrai challenge, les actions que vous allez pouvoir prendre suite à cette étude-là. C'est très important aussi d'identifier les actions que vous pouvez prendre parce que ça nous oriente dans la mise en place du projet, la mise en place de la proposition, du projet, de la méthodologie. Deuxième chose, c'est après l'étude, l'implémentation, c'est qu'on s'assure qu'on fasse des workshops avec vous, le marketeur, mais aussi avec vos stakeholders internes, des fois même des CEO qui participent. On a eu des CEO qui participent à ce type de projet et c'était très, très intéressant où on ressort l'insight. L'insight, à partir de la tension qu'en général, on identifie lors de l'étude, mais on peut aussi diguer avec des interviews complémentaires avec les consommateurs pour ressortir la vérité humaine derrière la tension et puis on met en place un plan d'action pour l'activer. Donc, voilà. Et puis, la troisième étape, c'est le monitoring. Et c'est une étape très importante qu'on tendance à oublier ou à ignorer quand les marketeurs ignorent, c'est le suivi. Il ne faut pas négliger le fait qu'on doit s'assurer que les actions qu'on a mises en place, les actions qu'on est en train de prendre impactent positivement la marque ou délivrent les résultats voulus. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai fait une étude de satisfaction, je me suis rendu compte que les gens avaient une frustration vis-à-vis de la facture, et ça, c'est un cas réel qu'on a eu avec une étude, un client telco, il y a des années de ça, et que on est allé chercher qu'est-ce qui se cachait derrière cette frustration vis-à-vis de la facture. C'était un sentiment de prisonnier, en fait. C'est que je me suis engagée sur une offre que je ne comprends pas et pourtant je dois la payer chaque mois sans vraiment l'utiliser à fond. Donc, c'était ça l'insight qu'on a eu. Et comment le client l'exprimait, c'était bon, je suis frustrée avec la facture, n'est pas simple à comprendre. Mais la frustration derrière était beaucoup plus deep. En général, ce que le consommateur nous dit comme ça à première vue n'est pas réellement ce qu'il ressent. Donc, il faut avoir les techniques pour deep diver. Et là, je reviens à ce que j'ai dit la dernière fois. Il faut avoir les techniques pour deep diver au-delà de la surface. Il faut aller dans le fond, dans la vérité humaine. Ne restez pas sur la surface, ne restez pas sur le déclaratif, ne restez pas sur ce que vous dit le client. Donc voilà, c'était donc, pour ce client-là, on avait identifié, on avait mis en place des actions. Voilà ce qu'on allait faire, simplifier l'offre, etc., etc. Et puis, on est venu monitorer par la suite et on avait vu un grand changement sur cet attribut-là, une amélioration sur cet attribut-là. Les gens se sentaient beaucoup plus confiants, on va dire, ils étaient
plus satisfait de la facturation parce qu'il la comprenait maintenant. Il ne se sentait plus prisonnier. Il n'était pas obligé de payer quelque chose qu'il ne comprenait pas. Donc, c'était une question plus de compréhension de ce qu'il y a derrière cette facturation que réellement une facture qui n'était pas simple. Donc, c'était un travail que le client a fait sur l'offre, sur la façon avec laquelle on présentait l'offre, etc. J'ai un commentaire de Doua Andalousie que je vais montrer, je vais vous lire. Très bon sujet qui tombe à pic. Une étude sans insight, c'est un peu comme une carte sans boussole. Exactement. On a les données, mais pas la direction. Il est important, c'est que les opérationnels et les analystes, pas juste les PM, soient pleinement conscients de ces directions tout au long du processus de traitement et d'analyse de données, exactement, afin que les insights répondent directement aux besoins qui permettent de résoudre un problème ou de suggérer des recommandations concrètes. J'adore votre commentaire. J'adore votre commentaire vraiment parce que vous avez mis une analogie qui est très intéressante, c'est que une étude sans insight, c'est effectivement une carte sans boussole, c'est beaucoup de data, beaucoup de données, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas où aller avec ces données-là. Et on en avait parlé aussi avec Sharifa lors d'un panel qu'on avait fait et qu'elle avait modéré la semaine dernière avec la data. Elle m'avait posé la question, est-ce que les marketeurs ont aujourd'hui besoin de plus de data? Ben, je pense que vu qu'ils ont une abondance de data grâce au digital aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir ressortir cet insight de toute cette data-là. Moi, je pense que les marketeurs aujourd'hui sont overwhelmed, comme on dit en anglais, par la quantité et l'abondance de la data. Ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est que le plus important, c'est de pouvoir ressortir cet insight-là qui va nous orienter, qui va nous montrer les bons chemins. Donc voilà, j'ai déjà passé 31 minutes avec vous. J'avais prévu 30 minutes. C'était pour moi très fluide. J'ai adoré être avec vous. J'ai adoré vos commentaires. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau sujet sur, bien sûr, l'impact du Consumer Insight. Merci et à très bientôt.